Bonjour, nous allons aborder le cours sur le travail d'une force constante. Il est bien sûr conseillé d'avoir fait l'activité correspondante avant de lire le cours. Petit 1, transfert d'énergie. Qu'est-ce que c'est que le travail? Le travail mécanique d'une force correspond en fait au transfert d'énergie au système qui l'a subi. On va voir comment le calculer mathématiquement. Le travail d'une force constante F au cours d'un déplacement AB de son point d'application est le produit scalaire du vecteur force F et du vecteur AB. Nous notons W, le travail, la force F. Cela vient du mot anglais work, qui signifie travail. Et si on développe le produit scalaire, nous obtenons norme de F fois norme de AB fois cosinus de l'angle entre le vecteur AB et le vecteur F. Les unités sont les suivantes. Le travail s'exprime en joules, puisque cela correspond à un transfert d'énergie. La force s'exprime en newton, le déplacement en mètres. Et attention, au moment du calcul, si vous exprimez alpha en degrés, pensez à mettre votre calculatrice en mode degré. Le travail est une grandeur algébrique. Cela signifie qu'il peut prendre des valeurs positives ou des valeurs négatives. Nous allons voir le cas où l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement est inférieur à 90 degrés. À ce moment-là, le cosinus de l'angle alpha est positif. Si bien que le travail de la force F au cours du déplacement AB est également positif. On dit que le travail est moteur, que la force est motrice, c'est-à-dire que la force F facilite le déplacement. Elle aide au déplacement de l'objet du point A au point B. Nous le voyons d'ailleurs, le sens de F est le même que celui du vecteur déplacement. L'énergie transférée au système par le travail étant positive, le système va recevoir de l'énergie. Considérons maintenant que l'angle alpha est égal à 90 degrés. Cosinus de 90 degrés vaut 0. Donc le travail de la force F au cours du déplacement AB est nul. La force F ne travaille pas. Elle ne facilite pas le déplacement et elle ne s'oppose pas au déplacement. L'énergie transférée au système par le travail est donc nulle. Dans le cas où alpha est supérieur à 90 degrés et inférieur à 180 degrés, dans le cas où le sens de F est opposé au sens du vecteur déplacement, le cosinus de l'angle alpha est négatif. Le travail de la force F au cours du déplacement AB est donc négatif. On dit que la force F est résistante, elle tend à s'opposer au déplacement. L'énergie transférée au système par le travail étant négative, le système va perdre de l'énergie. Nous avons vu précédemment comment calculer le travail d'une force F constante sur un chemin rectiligne allant de A vers B. Nous allons voir maintenant que dans le cas de certaines forces, nous pouvons calculer leur travail au cours d'un déplacement quelconque entre A et B. Il s'agit des forces conservatives. Une force est dite conservative lorsque son travail entre deux points A et B ne dépend pas du chemin suivi. Exemple. Nous avons un objet amené à se déplacer du point A vers le point B. Sur cet objet s'applique une force constante F. On va considérer deux chemins différents allant de A vers B. Un chemin rectiligne en vert et un chemin quelconque en violet. Eh bien, comme la force F est conservative, le travail de la force F au cours du déplacement rectiligne AB sera égal au travail de la force F au cours du déplacement curviligne entre A et B. On pourra donc appliquer la formule donnant le travail d'une force
f constante, f scalaire AB. La conséquence d'une force conservative. Si on a une trajectoire fermée, c'est-à-dire que le point de départ est identique au point d'arrivée, on part du point A pour revenir au point A, eh bien le travail d'une force conservative sera nul au cours de ce déplacement. Alors que le travail d'une force non conservative ne le sera pas. Nous allons voir comment calculer le travail du poids dans un champ de pesanteur uniforme, considérant un point matériel de masse m se déplaçant d'un point A à un point B dans un champ de pesanteur représenté par le vecteur petit g. Représentant également le poids vertical vers le bas, le vecteur déplacement AB. Le travail du poids au cours de ce déplacement est égal au produit scalaire du vecteur P par le vecteur AB. Développons le produit scalaire. Cela donne norme de P fois déplacement AB fois le cosinus de l'angle que font les deux vecteurs, alpha. Nous allons rappeler une définition trigonométrique. Pour cela, nous allons tracer le triangle rectangle ABC, C étant le projeté orthogonal de B sur le vecteur P. On se rappelle que le cosinus d'un angle, c'est le rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. Si on l'applique à ce triangle, nous avons cosinus de alpha qui est égal à la longueur AC sur la longueur AB. Faisons un produit en croix. Cosinus alpha fois AB est égal à... Nous pouvons remplacer dans la formule AB fois cosinus de alpha par la longueur AC. En observant le schéma, la longueur AC est égale à la différence des ordonnées ZA et ZB. AC est égal à ZA moins ZB. Faites attention à ce que AC soit bien positif. Nous remplaçons ensuite le poids par la formule M fois G et nous obtenons que le travail du poids au cours du déplacement AB est égal à la masse multipliée par l'intensité du champ de pesanteur multipliée par la dénivellation, la différence de hauteur entre le point de départ et le point d'arrivée, ZA moins ZB. Alors, une autre façon de le calculer est la suivante. Le travail du poids, c'est le produit scalaire du vecteur P par le vecteur déplacement AB. Nous remplaçons le vecteur P par le produit de la masse par le vecteur champ de pesanteur, mg. Nous nous retrouvons avec un produit scalaire de deux vecteurs, le vecteur g et le vecteur AB. Petit rappel mathématique. Le produit scalaire de deux vecteurs s'obtient en additionnant le produit des abscisses du premier par le produit des ordonnées du second. Si on doit calculer le produit scalaire du vecteur CD par le vecteur AB, nous obtenons xd moins xc multiplié par xb moins xa plus yd moins yc multiplié par yb moins yk. Appliquons-le au produit scalaire du vecteur g par le vecteur déplacement AB. Les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa, zb moins za. Le vecteur g étant vertical, son abscisse est nulle. La valeur de son ordonnée est égale à petit g, mais le vecteur g étant dans le sens opposé de l'axe z, il ne faut pas oublier de mettre un signe moins devant puisque l'ordonnée du vecteur g sera négative. Appliquons la formule vue précédemment. Le produit du vecteur g, le produit scalaire du vecteur g par le vecteur déplacement AB, c'est égal à 0 fois xb moins xa plus moins g fois zb moins za. Nous simplifions, nous obtenons que le produit scalaire est égal à moins mg fois zb moins za. Distribuons le signe moins à la parenthèse.
nous obtenons la même formule qu'avec la première méthode. Le produit scalaire du poids au cours du déplacement AB est égal à la masse multipliée par l'intensité du champ de pesanteur multipliée par la dénivellation qu'a subi l'objet, donc la différence de hauteur entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc il faut retenir que le travail du poids d'un point de masse M lorsqu'il se déplace d'un point A à un point B est égal au produit scalaire du poids par le vecteur déplacement AB, mais c'est également égal à la valeur du poids multipliée par la dénivellation que subit l'objet, ZA moins ZB. ZA, c'est l'altitude du point de départ, ZB, l'altitude du point d'arrivée. Si jamais vous hésitez entre ZA moins ZB et ZB moins ZA, faites le raisonnement suivant. Si l'objet est lancé vers le haut, le poids à ce moment-là s'oppose au déplacement, il est résistant, donc on devra trouver un travail négatif. Si par contre l'objet chute vers le bas, le poids va aider au déplacement, donc le travail du poids devra être positif. Les unités dans cette formule à retenir sont la masse en kilogrammes, petit g, l'intensité du champ de pesanteur en newton par kilogramme, et les altitudes ZA et ZB en mètres. Le poids est une force conservative, cela veut dire que le travail du poids entre deux points A et B ne dépendra pas du chemin suivi pour aller de A vers B. Donc le travail du poids va dépendre uniquement du point initial et du point final. Calculons maintenant le travail d'une force de frottement d'intensité constante sur une trajectoire rectiligne. Alors, le déplacement se faisant de A vers B, la trajectoire étant rectiligne, la force de frottement F est parallèle à cette trajectoire, mais s'oppose au déplacement. Elle est donc linéaire et de sens contraire au vecteur AB. Appliquons la formule permettant de calculer le travail de la force F au cours du déplacement AB. On obtient produit scalaire de F par le vecteur AB. Pour développer ce produit scalaire, nous avons besoin de l'angle que fait le vecteur F avec le vecteur déplacement AB. Le vecteur F étant collinéaire de sens contraire au vecteur AB, l'angle que font les deux vecteurs est égal à 180 degrés. Donc nous obtenons que le travail de la force F au cours du déplacement AB est égal à la norme de F fois le déplacement AB fois cosinus de 180. Cosinus de 180 degrés vaut moins 1. Nous obtenons donc moins F multiplié par AB. Le travail de la force F au cours du déplacement rectiligne AB est égal à moins la norme de F fois le déplacement AB. F en newton, AB en mètres, et le travail en joule. Ce travail est négatif, il réalise un transfert thermique vers l'extérieur. Les forces de frottement ne sont pas conservatives, c'est-à-dire que le travail d'une force de frottement va dépendre du chemin suivi pour aller de A vers B.